Merci de nous préférer sur Bénin Business 24. Bienvenue au 12h45. Voici le sommaire. Après le report dû au Covid-19, les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ont démarré depuis vendredi dernier. À cette compétition, le Bénin est représenté dans 3 disciplines par 7 athlètes. On parlera dans cette édition de ce milieu physique et humain où se concentre une population qui organise son espace en fonction de ses besoins, de ses activités propres et de son environnement, à savoir les villes. Enfin, gastronomie, savez-vous qu'un sel de mauvaise qualité peut avoir des conséquences sur la santé? Les précisions sont à suivre. Eh bien, bonne nouvelle pour le Bénin qui vient de se qualifier pour les finales des Jeux Olympiques dans la discipline aviron. Eh bien, Privel Nkati, après une entrée en compétition difficile, s'est qualifié tôt ce dimanche matin lors des séances de repêchage. Retour en images sur les athlètes qui représentent le drapeau béninois. C'est dans cet élément. Ils sont 7 athlètes retenus pour défendre les couleurs du Bénin aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Des athlètes qui proviennent des disciplines que sont l'aviron, la natation, l'athlétisme et le judo. En aviron, Privel Nkati, athlète de haut niveau, est le premier rameur du Bénin aux Jeux Olympiques. Il représente le drapeau national dans une discipline qui n'existait pas jusqu'en 2013. Celtus William de Suovo, représentant le Bénin chez les judokas, notamment les moins de 90 kg, peut lui aussi légitimement se poser parmi les favoris. Judoka professionnel, il s'est révélé au public béninois en 2003 à travers le championnat national de judo dans la catégorie des moins de 73 ans. En 2016 déjà, il représentait le Bénin aux Jeux Olympiques de Rio au Brésil où il mena le combat jusqu'au 8e de finale. Pour les JO de Tokyo, Celtus William de Suovo entre en lice le mercredi 28 juillet pour la catégorie des poids seniors masculins. En natation, le Bénin peut compter sur Nafissat Radji et Marc-Pascal Dansou, 2 athlètes qui doivent leur participation à leur bonne performance et leur constance dans les résultats. Ils entendent réaliser leur temps le plus rapide tout en parcourant une distance désignée à l'aide de la nage libre 50 mètres. Ils sont attendus le vendredi 30 juillet pour faire leur preuve face aux autres nations. En athlétisme, Noélie Yarigo, Odile Aranwanou et Didier Kiki chaussent les tennis. Noélie Yarigo, spécialiste du 800 mètres du Ronin 41, doit sa participation à ces performances qui la positionnent à la 19e place mondiale sur la liste des 48 meilleurs du monde. Demi-finaliste des JO de 2016, l'enjeu pour elle est la médaille olympique. Odile Adanwanou, pour sa part, est une spécialiste de heptathlon. Elle détient le record national dans cette discipline, ainsi que sur les 100 mètres haies, le saut en hauteur et le lancer du poids. Championne d'Afrique en athlétisme en 2018 au Nigeria. David Kiki, quant à lui, est un sprinter béninois spécialiste du 100 mètres. Il a déjà pris part à plusieurs compétitions régionales, continentales et mondiales et participé aux Jeux Olympiques d'été de 2016 dans la course masculine de 200 mètres. Si les 2 béninoises sont aux Jeux grâce à leur ranking, lui le sera grâce au principe de l'universalité. Et comme je le disais, Privel Nkati est admis pour la finale qui va se jouer jeudi 29 juillet prochain à Tokyo. On souhaite donc bonne chance à nos ambassadeurs. Parlons à présent des villes, ces espaces de concentration humaine qui participent au développement socio-économique des pays selon leur statut ou leur taille. Au Bénin, plusieurs villes sont devenues des pôles d'attractivité économique comme Cotonou, Porto-Novo ou encore Ouidah. Mais comment naissent les villes? Et sont-elles planifiées pour être des pôles économiques? Explication. Nos villes aujourd'hui sont nées d'abord spontanément. Lorsque vous remontez l'histoire dans des villes béninoises, les villes ont leur propre histoire. L'histoire de Porto-Novo est différente de l'histoire de Ouidah et l'histoire de Ouidah est différente de l'histoire de Cotonou.
D'accord? Je prends le seul exemple donc, de Cotonou pour dire la ville de Cotonou est partie du WAF, qui a été l'embryon du port autonome de Cotonou. Donc, le besoin de débarquement des colons qui cherchaient où débarquer pour pouvoir s'approvisionner en matières premières. Mais à partir du moment où Cotonou est parti de cet intérêt, c'est devenu une attractivité. Ça a commencé par appeler les populations donc, des environs, les Hula, les fonds ont commencé par arriver. Les populations de Ouida également ont commencé par délaisser Ouida pour venir à Cotonou parce qu'il y a un intérêt à Cotonou. Alors lorsque les gens commencent par s'agglomérer dans un espace, parce qu'ils ont besoin d'habiter quelque part, ils ont besoin de circuler, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de se distraire, intervient la notion de planification. Et aujourd'hui, l'histoire de nos villes au Bénin a montré que les documents de planification n'ont pas suivi. La plupart du temps, nous n'avons pas planifié nos villes. Donc, nos villes n'ont pas été planifiées. Et lorsque des documents de planification ont existé, nous avons fait beaucoup d'études aujourd'hui qui ont montré que ces documents n'ont pas été mis en œuvre. Il y a eu des efforts qui ont été menés par les pouvoirs publics en termes d'assainissement des voies, en termes de pavage des voies, en termes de bitumage des voies. Lorsque l'État investit de grands moyens aujourd'hui pour construire les caniveaux, les collecteurs, pour construire aujourd'hui les voies pavées, il ne revient pas aux populations de raccorder les eaux des cuisines aux caniveaux. Il ne revient pas aux populations de prendre les ordures des maisons et aller les jeter sur les routes qui ont été pavées, qui ont été aménagées par l'État. Lorsque l'État investit de grands moyens aujourd'hui pour construire les caniveaux, les collecteurs, pour construire aujourd'hui les voies pavées, le citoyen doit participer à la propriété du cadre de vie, au maintien du cadre de vie. Et on change de registre pour parler gastronomie, notamment du sel, qui est un élément essentiel pour réussir ces recettes. Cet ingrédient de cuisine est certainement le plus utilisé en cuisine. Plusieurs variétés sont disponibles sur le marché, mais toutes ne contiennent pas les éléments nutritifs adéquats. L'élément à suivre nous renseigne sur les différents types de sel qui existent et comment s'y prendre pour leur conservation. Aliment naturel, le sel est vital. Et en cuisine, il est l'élément incontournable. En plus de ses propriétés conservatrices, il est un exhausteur de goût. Il existe plusieurs variétés de sel et chaque variété a sa particularité. Dans les sels de cuisine, qui sont souvent appelés sels de table, souvent iodés. Les sels de Guérande qui sont très riches en magnésium. La fleur du sel, très apprécié par les chefs. Le sel rose d'Himalaya, très riche en magnésium, mais par contre sont très pauvres en iode. Le sel marin gris, non raffiné, dont le nutriment est bien conservé. Le sel aromatisé, ça c'est un sel purement pour se faire plaisir. Et puis dans les gros sels. Et ces sels-là sont très bons pour la cuisson dans l'eau. Voilà une multitude de sels. Si tous ont la même fonction, tous n'ont pas les mêmes valeurs nutritives. Au quotidien, c'est toujours mieux d'utiliser le sel de table blanc iodé. Déjà, ce qu'on peut faire à ce niveau, c'est d'éviter de prendre les sels vendus à l'air libre, qui ne sont pas conservés dans des bocaux ou bien dans des emballages bien protégés. Il faut éviter au grand maximum ces sels-là, puis ces sels-là, avec le temps, perdent de leur substance, perdent de leur iode. Donc, les sels qui sont dans les emballages, alors prenons le soin de lire les compositions du sel, afin de voir si est-ce que ce sel-là est riche en iode, ce sel est plus riche en magnésium. Et en fonction de ce que vous recherchez, individuellement, vous pouvez choisir le sel qui vous convient le mieux. Le choix du sel dépend donc de ses éléments nutritifs. Si le sel iodé est le plus recommandé, le conserver nécessite une grande précaution. Vous mettez le sel d'abord dans un bocal, dans la salière, et vous prenez quelques grains de riz, d'accord, cru, et que vous mettez dans votre salière. Et vous fermez et vous secouez. Alors, le riz permet d'absorber l'humidité contenue dans le sel. L'ennemi numéro 1 du sel, c'est l'humidité. Et ces grains de riz permettent d'absorber l'humidité qui peut être contenue dans le sel.
Autre chose, c'est de garder hermétiquement fermé votre salière. Et très important, éviter d'exposer votre sel à un endroit chaud. Des conseils dont on doit tenir compte pour une conservation optimale de la qualité du sel. Et puis, hors de nos frontières, direction la Centrafrique, ce pays déchiré par les conflits, la pauvreté et où la production d'une série télé est un vrai défi. Un défi relevé par une cinéaste béninoise. Elle s'appelle Elvire Adjamonsi. Sa série Bangui, Unité spéciale, met en avant la lutte contre les violences sexuelles, un fléau dont de nombreuses femmes sont victimes dans ce pays. Dans cette banlieue de Bangui, une scène d'enlèvement que répètent encore ces acteurs. Silence, plateau! Sur le plateau, le tournage de Bangui, Unité spéciale, la première série policière en RCA, avec pour thème central les violences faites aux femmes. Une première sur le continent. Face à la caméra ce jour-là, Valentina joue une scène importante qui se déroule pendant la dernière guerre civile. La jeune comédienne incarne le personnage principal de la série. Une inspectrice, Régine, tourmentée par le conflit et déterminée à mettre en prison les auteurs de violences sexuelles. C'est la dernière scène de la série, ce flashback qu'on a sur ma vie. Avec la venue des anti-Balaka, les rebelles et tout, quand ils viennent, la première des choses qu'ils font, c'est des pillages. Et bien sûr, c'est des viols. Et vu qu'il n'y a personne qui en parle, c'est vraiment très important pour nous d'en parler. Pour créer Bangui, Unité spéciale, la cinéaste béninoise Elvire Adjamonsi s'est inspirée d'une véritable unité de police centrafricaine, mais aussi de ses séries américaines préférées, avec une douzaine de personnages hauts en couleur, comme l'inspectrice Régine. Parce que ça fait partie de son histoire, c'est son background, c'est parce que sa sœur a été kidnappée, violée devant elle. Il aura fallu à Elvire des années de préparation pour réaliser ce projet inédit en RCA, de nouveau déchiré par la guerre civile. Elle a réuni 500 000 € avec l'aide de l'Union européenne et de la francophonie pour réaliser la première saison. Après plusieurs semaines de tournage, la réalisatrice est soulagée. Qu'avec la situation du pays, c'était pas du tout donné. Tout le monde se disait c'est de la folie. Même moi-même, je me disais est-ce que je pourrais le faire. Coucou. Après la dernière scène, Elvire se rend en banlieue de Bangui pour découvrir à l'écran les premiers plans du tournage. De voir les images en face comme ça, c'est vraiment génial. C'est parti pour le pré-montage dirigé par Guy Thierry, le directeur technique, déjà convaincu du futur succès de la série. Ça va déclencher quelque chose, je pense, parce que c'est un pays vierge, c'est pratiquement la première série qu'on tourne ici. Les gens seront surpris quand même de voir les images. On a quand même bien bossé, quoi. Une première saison attendue par les Centrafricains qui doit être terminée à la fin de l'année et diffusée l'année prochaine. Et puis cette nouvelle brève vous mettre un terme à ce journal. En Inde, la production du sucre est prévue pour atteindre 31 millions de tonnes durant la campagne 2021-2022. C'est ce qu'a indiqué l'Association nationale des raffineries de sucre. Le volume anticipé est en quasi-stagnation par rapport aux résultats attendus pour l'actuelle saison 2020-2021. Selon l'ISMA, la nouvelle campagne devrait s'ouvrir en octobre prochain avec un stock de 8,7 millions de tonnes de sucre, soit le plus faible niveau pour le démarrage d'une saison sur ces 4 dernières années. Par ailleurs, la consommation intérieure va se chiffrer à 26 millions de tonnes, tandis que les expéditions de sucre devraient atteindre un record de 7 millions de tonnes. Merci pour votre aimable attention. Ce journal, vous pouvez le retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.